Récemment, suite au scandale qu'il y a eu à Singapour, suite à l'arrestation de nombreux citoyens chinois qui faisaient du détournement d'argent, mais aussi en Suisse, suite à l'accord de Berne sur l'échange automatisé d'informations, des ultra high net worths qui ont plus de 30 millions de dollars et qui sont bancarisés dans chacune de ces deux juridictions, eh bien, on peut se demander quelle est la meilleure juridiction, mais aussi la meilleure banque privée dans laquelle investir et par laquelle passer pour justement faire fructifier son patrimoine. Salut, c'est Théo et dans cette vidéo, nous allons comparer ensemble les différentes juridictions, les différents avantages que proposent les banques privées, quels sont leurs secrets, est-ce qu'il y a réellement encore aujourd'hui des secrets bancaires qui existent, si oui, comment y accéder et à qui ça va s'adresser. Et en fin de vidéo, vous saurez quelle est la banque que je recommande pour utiliser justement ces services prestigieux qui sont proposés de la part de ces banques privées. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que pour faire cette vidéo, je vais vous partager ma propre expérience. Je suis personnellement bancarisé dans plusieurs banques privées, dans différentes juridictions, dans différentes banques, et j'ai pu tester différentes banques privées, donc je vais me baser uniquement sur ma propre expérience, qui ne sera pas l'expérience de tout le monde, mais au moins vous saurez quels sont les réels retours de quelqu'un qui s'est bancarisé depuis ces 3 dernières années dans des banques privées qui sont connues mondialement. Donc quels sont les avantages d'ouvrir un compte dans une banque privée? Premier avantage, le niveau d'expertise qui va être à votre disposition. Plus vous allez déposer sur le compte, plus vous allez avoir des conseillers qui vont être à un niveau avancé en termes de gestion de patrimoine et qui vont prendre en compte votre situation, votre profil de risque et qui vont vous proposer des produits financiers qui sont adaptés. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas gérer leur patrimoine eux-mêmes, c'est un énorme avantage puisque vous allez avoir des conseillers qui s'y connaissent vraiment en termes de gestion de patrimoine. Deuxième avantage que vous avez dans des banques privées, c'est l'accès à un grand panel de produits financiers sur lesquels investir. Dès que vous êtes en banque privée, on va vous proposer 2 différents types de visions en banque privée. Premier type de vision, vous allez gérer vous-même votre portefeuille avec tous les produits financiers qui sont disponibles sur les places financières, donc notamment des ETF, des actions, des obligations, des métaux précieux, etc., etc. Dès que vous êtes en banque privée et que vous atteignez un certain niveau, on va vous proposer également des produits structurés. C'est-à-dire que ce sont des contrats qui vont être spécifiques par rapport à votre patrimoine et on va vous proposer d'allouer une partie de votre patrimoine sur ces produits structurés. La plupart du temps, ces produits structurés comportent très peu de risques avec des niveaux d'intérêt, des niveaux d'avantage, des risques reward qui sont très intéressants par rapport à ce que vous pouvez trouver sur des places financières, je vais dire traditionnelles, comme par exemple des courtiers comme Interactive Brokers ou Boursorama. Et le deuxième type de vision en banque privée, c'est la gestion qui va être totalement ou partiellement déléguée de votre portefeuille. Admettons que vous souhaitez gérer vous-même votre patrimoine, eh bien disons que 80% de votre patrimoine, vous le gérez vous-même et 20% vous le laissez sous la gestion de la banque privée. Donc la plupart du temps, ça va être une gestion qui va être un peu plus active puisque tout simplement, ils vont essayer de battre la performance du marché. Sachez que dans 80% du temps, ils vont pas forcément battre la performance du marché, mais simplement s'en rapprocher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en banque privée, ils comprennent très bien que votre objectif en tant qu'investisseur, c'est pas forcément de battre le marché, c'est simplement de diminuer la volatilité du marché tout en ayant une performance qui est proche des 10%. Donc c'est là réellement où je vois le gros avantage des banques privées, c'est que vous pouvez diminuer votre volatilité et accéder à des performances qui sont garanties parfois avec des coûts qui sont relativement faibles. Troisième avantage que vous avez en banque privée, ce sont des frais qui sont extrêmement faibles par rapport aux banques traditionnelles. Si vous êtes en dessous de 1 million de dollars, généralement, la banque va vous prendre 0,25% de frais annuels sur la gestion globale de votre portefeuille. Et si vous allez jusqu'à 10 millions de dollars et plus, vous allez seulement avoir 0,10% de frais sur la globalité de votre portefeuille pour accéder à tout ce panel de services que je suis en train de vous évoquer. Quatrième avantage, c'est la jouissance de vos liquidités dans la journée. Je vous donne mon propre exemple. Lorsque je finance des restaurants, lorsque j'effectue des opérations immobilières, lorsque récemment je me suis acheté une voiture à plusieurs centaines de milliers de dollars, lorsque j'achète des montres, lorsque je revends des montres, lorsque je reçois des dividendes, je n'ai que très peu de questions sur mes opérations et je jouis de mes liquidités dans la journée. Et si plus tard il faut fournir des papiers, eh bien je fournis les papiers plus tard, mais ils ne me ralentissent pas sur mes opérations. Un énorme avantage pour beaucoup de personnes, c'est que vous avez un contact via WhatsApp à votre banquier qui vous répond 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Donc typiquement, vous souhaitez effectuer une opération, admettons, immobilière et que vous avez de l'argent qui est investi en bourse, eh bien vous pouvez demander à votre banquier « Vends une partie de mes positions et laisse de la liquidité à cette hauteur-là sur le compte puisque la semaine prochaine, je dois effectuer
un virement de ce montant-là à telle personne. Donc ils vont tout préparer pour vous et simplement par message, vous allez pouvoir valider vos opérations. Un autre énorme avantage que vous avez dans les banques privées, c'est la solidité des banques. C'est-à-dire que la plupart des banques de détail vont avoir des ratios de liquidité entre 8 à 12%. Cela veut dire que par rapport à tout l'argent qu'ils vont prêter, ils vont avoir plus ou moins 10% des réelles liquidités au sein de leur banque. Cela veut dire que plus le ratio de liquidité est faible, plus la banque est à risque d'être en faillite. À l'inverse, les banques privées vont avoir des ratios de liquidité allant généralement aux alentours de 50%. Cela veut dire que ce sont des banques extrêmement solides. Et si vous regardez le passé, eh bien, vous constaterez que depuis toujours, il n'y a eu aucune faillite bancaire de la part des banques privées partout dans le monde, dans le top 10 des plus grosses banques privées. Un autre énorme avantage que vous avez dans les banques privées, c'est que vous pouvez emprunter à des taux d'intérêt préférentiels par rapport au marché. Je vous donne un exemple très concret. Admettons que vous avez 1 million de dollars sur votre compte bancaire au sein d'une banque privée et vous effectuez ce qui s'appelle un nantissement. Cela veut dire que votre million de dollars, il est investi par exemple en bourse et vous dites « j'aimerais emprunter 300 000 dollars ». Donc on vous prête 300 000 dollars à un taux d'intérêt qui est moins élevé que ce que les autres banques peuvent proposer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 300 000 dollars que vous avez empruntés, eh bien vous pouvez les réinvestir en bourse et vous allez, admettons, gagner 10% par an en bourse sur cet excédent et seulement rembourser des taux d'intérêt, admettons, aux alentours de 2 à 3%. Donc vous avez ce delta qui est de 7% de profit sur tout l'argent qui est emprunté et investi. Alors effectivement, vous pouvez avoir des périodes de volatilité en bourse, mais sur le long terme, vous allez lisser cette volatilité et lisser cette performance aux alentours de 8 à 10%. Et donc globalement, vous allez vous enrichir plus rapidement. C'est une méthode pour tout simplement faire du levier en bourse sans avoir ce risque d'être liquidé de vos positions. Un autre énorme avantage en banque privée, c'est que vous avez des frais de change de devises qui sont quasiment nuls. Je vous donne un exemple concret. Je gagne des euros, je gagne des dollars et je gagne des Thai baht, donc des bahts thaïlandais. Donc mes restaurants me payent des Thai baht que je vais dépenser. Mes business me ramènent des euros. Ces euros, je vais les changer en dollars et les investir en bourse. Et donc, je n'ai pas de frais sur ce change que je vais effectuer. Et en plus de ça, je vais avoir des frais qui sont très très faibles sur mes virements qui vont être sortants dans des juridictions qui sont différentes. Ce qui peut parfois être le cas avec des banques privées. Je vous donne l'exemple de Wise ou je vous donne l'exemple de Revolut qui auparavant avaient des frais qui étaient très faibles et plus ils ont eu de clients, plus ils sont venus augmenter progressivement leurs frais sur les transactions, sur les changements de devises, mais aussi sur les virements qui vont sortir d'une juridiction ou sortir de la banque en question. Et enfin, un énorme avantage pour beaucoup de personnes, c'est les cartes, puisque les cartes bancaires que vous avez dans les banques privées, déjà, elles sont gratuites et elles sont offertes. Mais en plus de ça, vous avez des niveaux de cashback, des niveaux de remboursement sur vos dépenses par carte qui sont au plafond maximum possible. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus élevé possible sur le marché. Ce qui est aussi intéressant, c'est que selon les banques, vous allez aussi obtenir des points, des miles que vous allez pouvoir utiliser pour avoir des billets d'avion en première classe ou en business class qui sont totalement offerts. Donc maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu sensible, qui est le secret bancaire. Laissez-moi commencer par la Suisse. La Suisse est une juridiction qui est connue dans le monde entier pour son secret bancaire. Depuis quelques années, ce n'est plus le cas puisqu'ils sont signataires de l'EAR pour échange automatisé de renseignements. La plupart du temps, les détenteurs de comptes dans des banques privées en Suisse étaient des citoyens américains. Pourquoi ? Parce que les citoyens américains, vous le savez, ont un impôt qui est au passeport. Ça veut dire que peu importe où ils gagnent de l'argent dans le monde, ils sont redevables de l'impôt aux US. Le truc, c'est que les banques privées en Suisse ont bien compris ça et ont effectué des ouvertures de compte pour les citoyens américains avec des frais qui sont très élevés en échange du silence. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc la plupart des juridictions et la plupart des banques que je vais citer dans cette vidéo sont déjà signataires de l'EAR ou alors d'un équivalent. Puisque certaines personnes regardent simplement l'EAR qui est signataire, mais sachez qu'il existe plusieurs accords dans plusieurs continents et entre plusieurs pays qui, de toute manière, vont communiquer de manière soit automatisée ou soit sur demande de la détention de comptes. Alors maintenant, je vais vous parler du secret bancaire qui est aujourd'hui appliqué dans la plupart des juridictions qui sont toujours la Suisse et Singapour et qui sont également d'autres juridictions comme par exemple Hong Kong ou alors Panama. Il existe du secret bancaire dans différentes juridictions tout de même, mais à un autre niveau. Autrement dit, les banques vont vous proposer de créer une entreprise qui va être une holding et ils vont nommer quelqu'un d'autre en tant que directeur. Cela veut dire que vous êtes le détenteur du compte, mais vous n'êtes pas le décisionnaire des actions qui sont prises au sein de ce compte bancaire. Alors ça, c'est uniquement sur le papier puisqu'on va vous proposer de signer
un document qui va être l'équivalent de part en blanc de la part du directeur, ce qui veut tout simplement dire que si des juridictions différentes dans lesquelles vous êtes résident fiscal demandent à une autre juridiction « Est-ce que monsieur ou madame Untel a un compte bancaire chez vous ?» Eh bien, comme c'est au sein d'une banque privée qui est au nom d'une entreprise qui certes vous appartient mais n'est pas dirigée par vous-même, eh bien, vous pouvez accéder à un niveau de secret bancaire qui est légal et qui est à un premier niveau et qui vous permet effectivement de ne pas détenir vos actifs à titre personnel. Est-ce que je le recommande ? Pas forcément. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Maintenant, laissez-moi vous parler des meilleures juridictions pour ouvrir un compte bancaire au sein d'une banque privée. Laissez-moi d'abord vous parler de Hong Kong. Hong Kong, pendant longtemps, qui était un hub financier extrêmement connu, est mis en avant justement pour le secret bancaire. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont également signataires, tout comme les autres juridictions que je vais vous citer dans un instant. Hong Kong, personnellement, je ne recommande pas. Pourquoi ? Parce qu'avec les tensions d'un point de vue politique qu'il y a en ce moment avec la Chine, je pense que c'est beaucoup de questions que de se poser, beaucoup d'inquiétudes qui sont ajoutées pour tout simplement détenir un compte bancaire dans une banque privée qui se trouve actuellement à Hong Kong, notamment avec l'affaire HSBC qu'il y a eu il y a de ça quelques années. Donc, personnellement, je ne le recommande pas, sauf si vous habitez en Chine ou à Hong Kong et que vous recevez par exemple des revenus en Hong Kong dollars et que vous souhaitez investir sur le marché chinois ou sur le marché hongkongais et que vous avez des intérêts économiques à Hong Kong. Donc uniquement dans ce type de cas, cela peut faire sens. Dans d'autres types de cas, je vais recommander d'autres juridictions. Maintenant, parlons de la Suisse. La Suisse, comme je vous l'ai dit précédemment, applique des frais qui sont relativement élevés parce que par le passé, il promettait un certain secret bancaire. Est-ce que c'est intéressant pour vous en tant que résident fiscal français ou ailleurs ? Non, parce qu'il y a de l'échange d'informations, donc vous ne trouverez pas de secret bancaire et les frais n'ont pas pour autant diminué. Notez également que les banques suisses sont des banques traditionnelles suisses, c'est-à-dire que ils vont prendre beaucoup de temps pour les procédures, pour l'ouverture de compte, mais aussi pour la flexibilité et la jouissance de vos liquidités. Cependant, vous allez avoir des banques privées en Suisse, notamment UBS, avec des énormes ratios de liquidité. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver de tels ratios de liquidité dans d'autres juridictions et dans d'autres banques qui ne sont pas spécialement en Suisse. La Suisse, c'est une très bonne juridiction si vous habitez en Suisse et que vous effectuez des opérations en francs suisses. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure juridiction pour vous si vous n'habitez pas là-bas ou si vous n'avez pas d'intérêt économique là-bas? Je ne pense pas. Maintenant, laissez-moi vous parler de Panama. Panama, qui peut être encore une fois une excellente option si vous habitez sur place ou aux alentours. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir beaucoup de banques privées qui vont vous proposer des produits structurés et qui vont également vous proposer les mêmes avantages que j'ai pu citer précédemment. Maintenant, est-ce que si vous habitez pas en Amérique latine ou aux États-Unis, est-ce que c'est intéressant pour vous ? Pas forcément. Je pense que d'autres juridictions auront de meilleurs ratios de liquidité dans d'autres juridictions, dans d'autres banques à vous proposer et je vais y revenir dans un instant. Vous avez ensuite le Royaume-Uni. C'est une excellente option dans un second temps. Cela veut dire que je pense qu'une première option qui est vraiment très intéressante est Singapour et je vais y revenir dans un instant. Mais globalement, les Royaumes-Unis, c'est une excellente juridiction pour diversifier la localisation de vos actifs, mais aussi avoir une exposition au marché du UK, qui honnêtement est très intéressant puisque vous allez avoir très peu d'imposition sur les plus-values, très peu d'imposition sur les dividendes que vous allez percevoir et un marché qui est tout de même attractif et décorrélé de ce qui peut se passer par exemple aux États-Unis ou en Europe d'une manière générale. Donc les Royaumes-Unis, très intéressant, mais sachez que les banques privées au Royaume-Uni vont vous demander généralement des premiers dépôts qui vont commencer aux alentours du million de pounds. Donc c'est déjà un niveau de banque privée qui est assez avancé. Sachez également que les banques privées au Royaume-Uni ne sont pas vraiment des banques qui vont apprécier que vous dépensez l'argent avec une carte bancaire. C'est plutôt des banques de gestion d'actifs, c'est-à-dire que vous allez simplement utiliser cette banque pour des investissements. Ils vont très peu proposer de crédit bancaire et vous n'allez pas avoir les mêmes facilités d'emprunt que si vous étiez résident fiscal au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, je vous le rappelle, a récemment changé son statut de résident non domicilié, donc c'est pas forcément la juridiction en priorité dans laquelle il faut se jeter pour ouvrir un compte bancaire au sein d'une banque privée. Vous avez également Dubaï. Alors Dubaï, c'est à double tranchant puisque les services de banque privée sont en plein développement et sont pas forcément encore ouverts à l'international, dans le sens où vous n'avez pas énormément de produits financiers internationaux qui sont proposés à vous au sein d'une banque privée à Dubaï. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, ça veut simplement dire que aujourd'hui, il y a très peu de branches internationales de banques privées qui sont installées
à Dubaï. Pourquoi? Parce que Dubaï est en train de se conformiser, c'est pour ça qu'il y a eu notamment la taxe de 9% qui a été ajoutée, qui sont en train de se conformiser aux accords internationaux, aux standards internationaux, pour justement ne pas être blacklisté. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un changement positif, mais il y a encore quelques paliers à passer pour ne jamais être blacklisté pour l'instant sur un compte bancaire à Dubaï. Notez également que les banques privées à Dubaï effectuent des frais, appliquent des frais auprès de leurs épargnants qui sont encore relativement élevés, encore un peu plus que la Suisse. Donc encore une fois, est-ce que ça fait sens? Eh bien je dirais que si vous êtes à Dubaï, oui. Si vous n'habitez pas à Dubaï, non. Alors sachez également qu'à Dubaï, pour l'instant, il n'y a pas de garantie des dépôts. Une garantie des dépôts, c'est ni plus ni moins qu'une garantie aux épargnants que si la banque fait faillite, on vous garantit un certain montant que vous allez retrouver au bout d'une certaine période de temps. Donc sachez à Dubaï que vous n'avez pas cette garantie des dépôts, mais vous avez tout de même des ratios de liquidité qui sont très importants. Donc ça entre dans la balance, mais ce n'est pas le critère le plus important, je vous l'accorde. Comme vous l'aurez deviné, la destination numéro 1 des banques privées que je recommande, ça va être les banques à Singapour. Cependant, il va y avoir une certaine barrière à Singapour, c'est que vous devrez montrer patte blanche et patte très très blanche, dans le sens où on va vous demander tout votre parcours financier, toutes vos opérations financières, on va vous demander vos relevés de compte de vos entreprises à titre perso, de la totalité de vos comptes bancaires, tous les papiers, tous les contrats que vous avez effectués d'opérations immobilières ou commerciales, et il faut être à même de pouvoir fournir tous ces documents. Si vous rentrez dans ce type de profil, les banques à Singapour vont commencer à vous demander des dépôts dans un premier temps au minimum de 240 000 $. Et si vous avez 500 000 $ et plus, vous allez être vraiment très bien reçu avec le tapis rouge. Mais sachez tout de même que le minimum de dépôt, c'est 240 000 $ en fonction des banques. J'y reviendrai juste après où je vous ferai une comparaison des différentes banques, des avantages et de leurs inconvénients, encore une fois, dans lesquels j'ai moi-même une propre expérience. Alors maintenant que vous avez toutes ces informations, quelles sont les conditions pour entrer dans une banque privée et vous garantir l'ouverture d'un compte? Déjà, sachez qu'il n'y a rien qui vous garantit que vous allez réussir à ouvrir un compte dans une banque privée. Cependant, il y a des prérequis qui sont connus et il y a des prérequis qui sont un peu plus officieux. Alors, quels sont-ils? Déjà, c'est un énorme avantage que de se faire parrainer. Il est largement préférable de connaître quelqu'un qui est déjà connu dans cette banque et qui vous donne le contact de son banquier, que vous contactez avec un message qui est direct en disant « Bonjour, je m'appelle untel, je suis citoyen de tel pays et je souhaite ouvrir un compte et je suis capable de faire un premier dépôt de autant ». Donc ça, c'est le message typique que vous allez envoyer à un banquier au sein d'une banque privée directement sur WhatsApp. À la suite de ça, il va vous poser quelques questions et si vous l'intéressez, eh bien, il va vous proposer un rendez-vous durant lequel il va vous donner tous les détails et tous les services qu'ils vont proposer, ainsi que les frais, le minimum de dépôt et quelles sont les conditions également qui vont vous permettre d'ouvrir un compte. Un autre critère qui est évidemment à la discrétion de chacune des banques, c'est le minimum de dépôt sur le compte. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est flexible dans le sens où il y a des banques, elles vont vous dire nous, le minimum de dépôt, c'est 1 million. Cependant, si vous avez un bon profil, que vous dites voilà, je gagne par exemple 100 000 $ par mois, eh bien, ils vont peut-être vous laisser ouvrir avec 500 000 et ils vont vous dire, après un an, il faut que tu aies 1 million sur le compte. J'y reviendrai après de ma propre expérience dans une de ces banques. Le minimum de dépôt, c'était 3 millions de $ et j'ai pu trouver un accord qui est plus cohérent par rapport à ce avec quoi je suis à l'aise. J'y reviendrai dans un instant. Mais globalement, sachez que ce montant d'ouverture de compte dépend énormément de votre profil et des banques dans lesquelles vous souhaitez ouvrir. Maintenant, les conditions qui sont connues de tous, c'est le passeport, le fait de montrer patte blanche et le fait de donner les relevés de compte bancaire de toutes vos activités que vous avez pu avoir et aussi donner tous les justificatifs que la banque peut vous demander en relation avec les activités commerciales et d'investissement que vous pouvez avoir. Sachez également que votre lieu de résidence va avoir un impact énorme et de la provenance de votre argent aussi aura un impact énorme. Donc typiquement, toutes les activités qui sont un peu grises, je pense par exemple aux crypto-monnaies, je pense par exemple aux casinos. Pour être honnête avec vous, 100% des banques privées dans lesquelles j'ai ouvert m'ont tous dit que pour l'instant, ils n'acceptaient aucun montant, aucun profit qui a été généré grâce aux crypto-monnaies, grâce au poker ou grâce à des secteurs dans le domaine du casino. Ce sont des choses qu'ils vont vous dire très rapidement et je vous invite à ne pas les évoquer et à les laisser vous poser la question à un certain moment durant le rendez-vous. Alors maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est quelle est la meilleure banque privée ? En réalité, il n'y a pas de meilleure banque privée, tout comme il n'y a pas de meilleure juridiction dans laquelle ouvrir un compte bancaire au sein d'une banque privée. Cela va dépendre de plein de choses, mais principalement de votre profil. Principalement,
où est-ce que vous habitez, donc quel est votre lieu de résidence, mais aussi qu'est-ce que vous attendez d'une banque privée. Donc je vais vous dire maintenant ma propre expérience au sein de différentes banques privées qui sont situées dans différentes juridictions. La première banque dont j'aimerais vous parler, c'est Lombardier, qui est une banque qui a été fondée en Suisse et qui a ensuite ouvert des branches à l'étranger. Personnellement, j'ai ouvert un compte dans une de ces branches de chez Lombardier qui se trouve dans le même pays dans lequel je suis résident. Le dépôt minimum et le solde minimum à laisser sur le compte est de 300 000 $. Cela veut dire que je peux utiliser ces 300 000 $ pour investir, mais je ne peux pas sur une longue période de temps avoir moins de 300 000 $ sur ce compte bancaire. Si cela arrive, eh bien, ils vont demander de réajuster le solde. Et si je ne le fais pas, eh bien, ils vont fermer mon compte et renvoyer mes liquidités vers une autre de mes banques. Ce que j'ai pu observer, c'est que le gros avantage chez Lombardier, c'est la jouissance de mes liquidités. Cela veut dire que je peux recevoir des millions de dollars et envoyer des millions de dollars. J'aurai très peu de documents à fournir, j'aurai très peu de questions et les virements vont être effectués rapidement. Les inconvénients de Lombardier que j'ai pu observer, en tant encore une fois que détenteur d'un compte chez eux et de ma propre expérience, ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde, mais personnellement j'ai pu remarquer que le conseil qui est fourni en termes d'investissement n'est pas à la hauteur des autres banques privées que j'ai. Ce que j'ai pu observer, c'est que je suis également limité en termes de diversité des produits financiers qui m'est proposé. J'ai pu observer également que les frais, que ce soit les frais de change mais aussi les frais de gestion, sont relativement élevés. Encore une fois, avec un compte qui va juste être à 300 000 $. Ce qui peut pour beaucoup de personnes vous paraître énorme, mais quand vous êtes dans le domaine privé, c'est honnêtement la tranche vraiment basse pour avoir un compte bancaire au sein d'une banque privée. La deuxième banque dont j'aimerais vous parler, c'est Julius Baer. Julius Baer qui est également une banque qui a été fondée en Suisse et qui a des succursales à l'international, notamment à Singapour. Donc ce que j'aime avec Julius Baer, c'est que vous allez avoir un niveau de service qui est personnellement, je trouve, inégalé, dans le sens où c'est le meilleur conseil que j'ai pu avoir en termes d'investissement. C'est le plus grand panel de produits financiers auxquels j'ai eu à disposition. Ce sont les frais de change et les crédits sur mon solde qui sont les plus intéressants que j'ai vus dans toutes les banques privées. Mais ce sont également les interlocuteurs qui sont le plus disponibles. Ce que j'ai pu remarquer également, c'est que Julius Baer effectue des frais qui sont un petit peu au-dessus du marché, mais c'est pas exorbitant. Cependant, là où est-ce que Julius Baer devient vraiment intéressant, c'est lorsque vous avez plus de 5 millions de dollars sur votre compte bancaire. Pourquoi ? Parce que là, vous commencez à pouvoir accéder à des investissements dans des hedge funds qui ont des retours sur investissement qui sont bien plus importants sur une période de temps de 5 ans où votre argent est bloqué. Mais là, ça vous permet vraiment de toucher à un marché en termes d'investissement qui est vraiment décorrélé de l'investissement en bourse ou de l'immobilier. Maintenant, j'aimerais vous parler de Citibank qui ont également une branche à Singapour. Citibank, ce que j'ai pu remarquer, c'est que déjà ils m'ont demandé 240 000 $ pour l'ouverture du compte bancaire et je trouve que c'est vraiment dans la tranche très basse. Cependant, je trouve que ça se ressent, notamment sur la partie du site internet, puisque certes vous avez accès à un grand panel de produits financiers, mais le site internet honnêtement n'est pas très ergonomique, il est assez archaïque. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au niveau des frais, c'est relativement faible, mais je trouve que ça se ressent sur la partie conseil. Le gros avantage que je trouve chez Citibank ou Citigroup, c'est le fait qu'ils vont organiser des événements tous les trimestres avec des investisseurs indépendants et des hedge funds qui vont vous donner des conseils et vous allez rencontrer d'autres investisseurs desquels vous allez pouvoir vous inspirer et profiter de cette expérience. Maintenant, j'aimerais vous parler de JP Morgan. Alors, j'ai une expérience qui est très courte puisqu'ils m'ont refusé l'ouverture du compte et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Quand j'ai eu le service banque privée JP Morgan qui se trouve à New York qui m'a appelé, eh bien, ils m'ont dit « Bonjour monsieur Hélier, c'est 10 millions de dollars sur le compte, premier dépôt, et après un an, il faut avoir 20 millions de dollars sur le compte qui sont actifs et sous gestion, parce que si vous n'avez pas ce montant-là, eh bien, le compte est fermé. » Ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en termes d'inconvénients, c'est qu'il n'y a aucune négociation possible. C'est-à-dire que je leur ai dit que j'étais à l'aise à l'idée de déposer 5 millions de dollars au début, et sur une période de 1 an, j'étais à même de monter jusqu'à 7 ou 8 millions de dollars. Donc, je pense que j'ai été assez flexible et assez proche de l'objectif d'ouverture de compte. Et même avec ça, ils n'ont pas voulu discuter. Ils m'ont dit, ça ne nous intéresse pas. Donc, je pense que JP Morgan s'adresse vraiment à des personnes qui ont énormément de patrimoine. Donc, des ultra high net worth individuals. Donc, des personnes qui ont plus de 30 millions de dollars de patrimoine. Aujourd'hui, ce n'est pas encore mon cas. J'espère bientôt. En tout cas, je fais tout pour. Et donc, je pense qu'à l'avenir, je pourrais donner plus de détails sur cette banque privée. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire d'autre qui n'est pas public, c'est-à-dire que la banque n'est pas du tout flexible sur les premiers dépôts.
Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir des conseils pour devenir votre meilleur gestionnaire de patrimoine sans payer un conseiller qui va vous prendre énormément de frais et en prenant des décisions basées uniquement sur les résultats du passé, vous retrouverez dans la description de la vidéo une formation qui va vous montrer comment protéger votre patrimoine, comment le faire fructifier tout en limitant un maximum la volatilité et le risque. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également mon site onlineasset.com, duquel je suis le co-directeur, sur lequel nous effectuons des opérations de private equity, sur lesquelles nous rachetons des sites internet, nous les opérons et nous les revendons une fois que la performance a été bien augmentée. Vous trouverez plus de détails sur onlineasset.com. L'ensemble des liens que je vous ai cités dans cette vidéo seront dans la description. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre compte bancaire privé. Ciao, ciao!